Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Comment allez-vous? On a bien voté, alors je On veux a bien bien. voté, vous allez bien. Alors écoutez, on va se décompresser un peu après ces élections municipales pour parler un peu, on va parler ce matin de manière plus décontractée d'économie avec des mises en garde et des mises en garde qui nous viennent de la Reshut Leנייarot Erer. Alors traduisez-moi en français pour nos auditeurs et vous allez nous expliquer quelle est la démarche plutôt inédite et un peu surprenante même que la Reshut Leנייarot Erer a prise pour mettre en garde les contribuables israéliens. Les épargnants. Les épargnants en particulier, oui. La Reshut נייarot Erer, c'est ce qu'on appelait avant en France la commission des opérations de bourse, et maintenant d'un nouveau mot depuis plusieurs années, l'autorité des marchés financiers. Okay. Ces dernières années, ça a aussi défrayé la chronique dans la presse, il y a eu beaucoup de sociétés pour les épargnants qui ont proposé des rentabilités mirobolantes en très peu de temps. Oui. Et il y a eu des gens qui ont été ruinés. Qui ont donné leur argent et qui pensaient qu'ils allaient et leur faire argent fructifier, mais ils se sont trompés. Et c'était des choses qui étaient extrêmement périlleuses ou des fois même de l'escroquerie. Et ils se sont fait avoir comme des gogos. Et comme il y a eu des procès, mais le problème c'est que c'est après. Et quand les pompiers, c'est mieux d'éteindre. C'est pas avant qu'il y ait l'incendie plutôt. Prévenir plutôt que guérir. Alors ils ont fait une expérience. Ils ont lancé un faux site dans Internet. La Reshut נייarot Erer a construit un faux site où il y aurait marqué dans quelques investissement avec rentabilité de 10% par an, aucun risque, vous avez tout est assuré, etc. Un trap-nigo, quoi. Voilà. Alors après, il y avait une deuxième, plusieurs, on pouvait avancer dans le site et chaque fois c'est encore mieux. Et à la fin, il y avait avec un sens interdit, vous vous êtes fait avoir, c'était un site de la Reshut נייarot Erer pour vous montrer et surtout éviter les sites ou même les démarchages qui vous proposent des rentabilités mirobolantes. On en parle souvent ici à Kalita, mais pas tout le monde écoute Kalita le mercredi matin ou le jeudi matin. Si, y a beaucoup et de gens, donc, à cause de ça, ils ont voulu aussi prévenir les épargnants israéliens. Et il y a eu des centaines de personnes, ils ont dit... Ils sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Enfin, ils n'ont pas perdu d'argent en l'occurrence, oui, mais ils ont compris, peut-être ça leur apprendra pour plus tard... je pense pas que c'est des collègues des Ovdim, des travailleurs de la Reshut נייarot Erer parce qu'ils ont autre chose à faire que aller dans ce genre de site. D'accord. Alors ça c'est la première, on va dire, mise en garde qui nous vient des Reshut נייarot Erer. Un autre titre, mais dans un domaine totalement différent, on va parler de l'agriculture et en tout cas des agriculteurs israéliens qui ont décidé de vendre directement leur production au supermarché sans intermédiaire. Oui, c'est très intéressant. Il y a une société qui s'appelle Granot qui fait une coopérative qui a lié à peu près 40 ou 50 kibbutzim et moshavim, et qui font de l'agriculture, et qui fait 30% de l'avocat. Donc c'est quelque chose d'important de la production d'avocats en Israël, et les Israéliens aiment bien l'avocat. Oui. C'est qu'en Israël que les avocats sont tellement durs au marché, n'est-ce pas? Oui. Alors les Israéliens sont friands de ça. Dépend, ils aiment les avocats au marché, mais moins les avocats en justice, quoi. C'est vrai, on en parlera après. Et alors... donc, pour revenir aux avocats des fruits, ils ont fait ça aussi pour les avocats et aussi en première partie, en premier lieu, aussi sur tout ce qui est les agrumes, oranges et tout ça. Et donc, c'est justement sa période. Et ça va nous permettre deux choses par rapport aux consommateurs, d'avoir une production qui sera plus fraîche parce ils ont ensemble fait, c'est très intéressant, que ça soit aussi, ils ont compris d'aller d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire il faut des camions, des transporteurs, et ça a été dans l'accord. Comment ça va se faire? Et donc ça va venir très vite, et bien sûr à beaucoup meilleur marché puisqu'il n'y aura pas tous les intermédiaires qu'il y a d'habitude. Donc et c'est bientôt, l'accord a été fixé, et je pense, il l'a fait avec Rami Levy, avec d'autres grandes super, et je suppose bientôt tous les consommateurs en profiteront de cette, qui à mon avis d'ailleurs, c'est en Europe et aussi dans beaucoup de pays on voit ça, l'agriculteur essaie d'aller beaucoup plus vers le consommateur, et c'est une bonne nouvelle pour le consommateur israélien. Effectivement, alors on va passer d'un avocat à un autre avocat. Justement, vous nous faites état d'une nouvelle jurisprudence des avocats qui auraient été condamnés pour avoir pas vérifié suffisamment de manière trop précise l'honnêteté de leurs clients. C'est quand même assez stupéfiant, ça. C'est très Comment intéressant. on peut vérifier l'honnêteté d'un client? C'est très intéressant. Beaucoup d'avocats et des Français francophones aussi, je suppose, s'occupent de l'achat et de vente d'appartements. Effectivement, oui. Et un avocat
avait représenté un client pour vendre son appartement. Maintenant, il y a une diligence, l'avocat doit faire certaines vérifications que son client, l'appartement qu'il vend ou le terrain qu'il vend lui appartient ou qu'il n'y a pas dessus des hypothèques ou des choses comme ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, apparemment, même, cet avocat avait fait les vérifications qui étaient les premières vérifications, ceux qui sont normales. Mais finalement, il s'est avéré que le vendeur, il y avait des hypothèques, c'était une affaire qui était louche. Et la justice a condamné l'avocat en disant « Tu n'as pas fait assez de vérification pour représenter ton client, pour montrer que le terrain était bon. Et maintenant, je demande, et c'est c'est pour les avocats un problème, puisque ça veut dire que la façon dont ils doivent vérifier ce qu'on appelle en Israël le RAF, le niveau des vérifications qu'ils doivent faire pour voir si leur client, ce qu'ils veulent vendre est bien le leur, doit être beaucoup plus important. Et c'est, bien sûr, les avocats sont pas tellement contents, mais c'est une jurisprudence, et pour l'instant, par un tribunal de renommée. Donc, c'est pas la Cour de cassation ou le Bagatz, comme on dit, mais c'est quand même un avertissement pour les avocats de faire attention. Et c'est bien pour nous, pour les services des gens, pour les services de ceux qui utilisent l'avocat, que ça se soit aussi, que la justice ait dit une chose pareille. Alors, une information un peu étonnante aussi, ou je ne sais pas si c'est vraiment étonnante, mais en tout cas, vous nous faites part de la dispense de formalités bureaucratiques pour l'importation personnelle de gadgets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a 2 jours de ça, le ministre des Communications, c'est-à-dire Yoav Kara, a signé un tsav qu'on appelle une ordonnance en disant comme ça. Normalement, quand quelqu'un fait venir de lui-même, ce qu'on appelle en Israël Yevou Ishi, fait venir de lui-même, on parle uniquement de cas personnels. Un gadget, ça peut être un téléphone portable, un ordinateur, tout ce qu'ils appellent al-khoutit, qui marche avec des radios et des choses comme ça. Quand ça arrive à la douane, normalement, il doit montrer que ça a ce qu'on appelle ça correspond aux normes israéliennes. Et maintenant, ils ont permis jusqu'à 5 objets de pouvoir importer en Israël sans toutes ces formalités bureaucratiques. Et donc, ça va permettre, bien sûr, aux consommateurs individuels, il ne s'agit pas d'entreprises, il s'agit qui pourront plus facilement importer de ce qu'on appelle en Israël les gadgets, enfin, dans le monde entier, des gadgets, des choses comme ça, avec beaucoup moins de formalités, parce que apparemment, les normes dans la plupart des pays ont été les mêmes, et donc ils ont moins à craindre maintenant de ce qu'il y avait avant. Et donc, on a enlevé une formalité bureaucratique qui est encore un bon pas pour le consommateur israélien. Alors, pour terminer, une dernière question. À quand la voiture autonome en Israël ? C'est très intéressant aussi. Il y a eu Volkswagen International, on parle beaucoup de la voiture électronique, la voiture autonome, a fait un accord avec Mobile, c'est une société comme ça, Mobileye, en Israël, que il y aura une voiture pour Tel Aviv. En tout cas, ils vont commencer à la voiture autonome. Et le temps qui est fixé d'après l'accord, c'est 2022. Ça sera donc, c'est-à-dire dans à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, il devrait y avoir normalement des voitures autonomes. C'est déjà un bon pas. Bon, il y a eu des questions dans la presse financière que l'accord n'est pas complet, mais c'est quand même une chose intéressante, une bonne nouvelle encore. On a beaucoup de bonnes nouvelles ce matin. Bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ces divers sujets. Et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs sont intéressés par vos mises en garde et vos informations, les informations que vous nous fournissez dans le domaine économique et même bancaire. C'est important. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera mercredi, mais vous comprenez, on a dû reporter d'un jour cette chronique à cause des résultats des élections municipales. Merci encore une fois, docteur Daniel Guggenheim. Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité sur Studio Qualité.